à toutes. Aujourd'hui, le cours M-04 sur la partie réseau. Donc la couche réseau, c'est cette couche logicielle commune à tous les équipements qui sont connectés à Internet, que ce soit des routeurs, que ce soit des serveurs, que ce soit vos machines. Okay. Au niveau de la couche réseau, ou au niveau de ce que fait un routeur, on distingue deux choses. D'une part, la détermination du chemin, c'est l'acte de routage, qui permet donc d'aller d'une source IP à une destination IP. Et la commutation de paquets, ça c'est le choix de l'interface de sortie. Donc l'algorithme de routage vous donne la table de commutation locale, qui vous dit par exemple une destination là, avec des adresses IP sur 4 bits, la destination 0100 et sur la sortie 3, la 0101 sur la 2, etc. La seule chose à bien comprendre ici, c'est que le routage n'est pas une opération temps réel. Les routeurs s'échangent leur table de routage à intervalles réguliers, toutes les 30 secondes ou autres, alors que la table de commutation est une opération temps réel. Quand vous avez un paquet qui arrive sur une interface à 10 gigabits et autres, il faut très rapidement le commuter vers la sortie. Donc ça, c'était le premier point important. Autre point important, c'est le mode datagramme dans l'Internet. On est en mode best effort ici, c'est-à-dire les routeurs tentent de router de manière efficace votre paquet jusqu'à la destination en faisant le moins de sauts possible, mais ne garantissent absolument pas qu'il n'y ait pas de perte de paquet. Si un routeur envoie un datagramme à un autre routeur et que ce routeur n'a pas de place pour le stocker, le datagramme est détruit et c'est la couche transport TCP, si elle est implémentée dans si elle est utilisée par votre application, qui doit récupérer la perte. Et si ce n'est pas elle, c'est donc l'application elle-même, si on utilise UDP, c'est l'application elle-même qui devra se débrouiller avec la perte. Donc le routage lui-même peut être vu comme un problème mathématique de graphe, dans lesquels les nœuds vont être des routeurs et les liens entre ces routeurs sont des arcs avec une certaine valuation, une certaine valeur sur chacun des arcs, un certain coût d'utilisation de cet arc. Et en théorie des graphes, on est capable de trouver les plus courts chemins pour aller de n'importe quelle source à n'importe quelle destination en minimisant le coût total de transport. Okay, donc des algorithmes efficaces d'un point de vue mathématique existent lorsqu'on connaît la totalité de ce graphe. Dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué et les algorithmes de routage se caractérisent par dans l'Internet, se caractérisent par l'information que possède le routeur. Soit le routeur connaît toute la topologie, c'est-à-dire il connaît la totalité du graphe, comme ici le graphe en bleu, A connaît tous les autres routeurs jusqu'à F, ou alors, donc ça c'est des algorithmes qu'on appelle à état des liens, on ne va pas les détailler ici, soit deuxième type d'algorithme, les algorithmes décentralisés à vecteur de distance, dans lequel un routeur ne connaît que ses voisins. Donc A ne connaît que B, C et D. Okay, il ne connaît pas E et F. Donc il y a moins c'est plus facile à mettre en œuvre parce que la vision est locale, et ça complexifie un petit peu les calculs de route. Dans l'Internet lui-même, le routage ne se fait pas, on ne part pas d'un routeur source pour aller à un routeur destination en suivant une suite d'adresses IP, parce qu'on ne peut pas se retrouver dans un cas où un routeur connaît tous les autres routeurs de l'Internet, ça c'est pas possible. Donc on a divisé le problème, l'Internet c'est internetworking, un réseau de réseaux, et chaque administrateur de chaque réseau indépendant, chaque opérateur, fournisseur d'accès Internet, Orange, Free, Renater, Géant, Level 3, Cogent, enfin qui vous voulez, chaque administrateur réseau va contrôler le routage dans son propre réseau. Donc à l'échelle de son propre réseau, le problème peut ressembler au problème du graphe qu'on a ici. Par contre, le routage global de l'Internet est fait au niveau de ces entités qu'on appelle des systèmes autonomes. Donc, à l'intérieur d'un système autonome, un opérateur fait ce qu'il veut. Il utilise l'algorithme de routage qu'il veut. À l'extérieur, il n'y a qu'une seule langue commune à tous les routeurs
qui sont en bordure des systèmes autonomes, et ce protocole de routage est BGP. Donc quand je regarde globalement un chemin sur Internet, eh bien, un chemin sur Internet est exprimé comme un chemin en termes d'AS qui vont être traversés. Okay, donc pour aller vers le réseau de Facebook, je passe par l'AS de l'Université de Nice, suivi de l'AS Renater, suivi de l'AS Géant, suivi de l'AS de Facebook par exemple. Okay. Et à l'intérieur de chaque AS, un protocole de routage. Donc il y a un protocole de routage qui va tourner au niveau AS et un deuxième protocole de BGP et un deuxième protocole de routage qui va tourner à l'intérieur de chacun des AS. Quand on est dans Renater, il faut un protocole de routage pour aller de l'entrée vers la sortie, sachant que la sortie doit nous mener au réseau géant, par exemple. Alors, la couche réseau elle-même, elle a différentes parties. Au centre, on retrouve notre table de commutation, okay, qui est commune. On a une table de commutation dans un client, dans un serveur, dans un routeur. Elle est en lien avec le protocole de routage. Là, on voit que les protocoles de routage sont directement dans la couche réseau, bien que certains puissent utiliser TCP ou UDP. On a évidemment le protocole IP au niveau de la couche réseau. Et enfin, on a un autre petit protocole important, le protocole ICMP, que l'on va utiliser principalement au travers de ping et de traceroute, qui permet de rapporter des erreurs, et c'est une forme de signalisation dans l'Internet. Le datagramme IP, sans entrer dans le détail de tous les champs importants, le tout premier, en haut à gauche, la version. Il existe deux versions actuellement d'IP, IPv4 et IPv6. Jusque récemment, on était principalement en IPv4, et là, on est passé en IPv6. Enfin, on commence à passer en IPv6, donc on a, là c'est une observation faite par les serveurs de Google, à qui on peut parler IPv4 ou IPv6. On est à peu près à 20% d'IPv6 à l'heure actuelle. Là, vous avez l'adoption par pays, mais ce n'est pas très important. Les deux autres champs importants dans l'entête IP, hormis la source et la destination IP, bien sûr, la durée de vie, okay, pour qu'un paquet ne tourne pas indéfiniment. Donc, la façon dont ça se passe, c'est à chaque fois que votre paquet traverse un routeur, le routeur décrémente le temps de vie de 1. Ainsi, s'il y a une table de routage, très rapidement, le temps de vie va être décrémenté à 0 et le paquet sera détruit. Et donc la boucle de routage aura une incidence minimale. On verra que Traceroute utilise cette propriété de pouvoir faire tomber le TTL à 0 pour pouvoir induire une réponse du routeur traversé. Autre champ important dans l'entête IP, le champ protocole. Ça permet de savoir quelle est la couche qui est au-dessus d'IP. Parce que ça peut être TCP ou UDP. Donc déjà, il faut savoir si c'est TCP ou UDP. C'est deux processus différents dans votre machine. Donc il faut donner les paquets soit à l'un, soit à l'autre. Mais ça peut être un protocole de routage ou ça peut être de l'ICMP. Okay. Donc il y a besoin de savoir au niveau IP quel est le protocole au-dessus, de la même manière qu'au niveau transport, le numéro de port va nous permettre de savoir quelle est l'application qui est au-dessus de la couche transport considérée. Au niveau adressage IP, la chose importante à savoir, si on vous dit que les éléments d'interconnexion ici sont des routeurs, je vous rappelle que malencontreusement le même symbole est utilisé pour les routeurs et les commutateurs, donc si c'est des routeurs, alors pour compter le nombre de réseaux IP, il suffit de les retirer mentalement et de voir le nombre d'éléments non connectés. Donc là par exemple on voit qu'il y en a non pas 3 mais 6. Parce que les réseaux d'interconnexion des routeurs sont des réseaux IP à part entière. Donc on a 6 réseaux IP distincts sur ce réseau. Alors l'adressage IP, il faut distinguer ce qu'on appelle le classful du classless. Donc le classful n'est plus utilisé, mais c'est une référence historique que les gens utilisent encore dans un certain nombre de cas. Donc le classful... dans le classful, le client, une machine, n'avait pas de difficulté à savoir où se trouvait la frontière réseau et où se trouve la frontière, la partie réseau et la partie machine dans l'adresse. Car si l'adresse commençait par un 0, c'était les 8 premiers bits qui encodaient le numéro du réseau, alors que les 24 bits suivants servaient à la partie machine. Par contre, si c'était 1, 0, c'était 16 et 16, et 1, 1, 0, c'était 24 et 8. Donc c'était intéressant, la machine, on a juste besoin de lui donner l'adresse IP. Par contre, c'est un manque de flexibilité parce qu'on n'a que 3 tailles possibles de masques de réseau
qui sont 8, 16 et 24 bits. Donc pour des raisons de manque d'adresse IP, on a rapidement introduit le système classless, dans lequel ce coup-là, la partie réseau est un nombre de bits qui varie entre 1 et 30. Donc quand on donne maintenant une adresse IP à une machine, quand on la configure, il faut donner non seulement son adresse IP, mais il faut donner aussi la taille de la partie réseau, le nombre de bits, donc /23, ou de manière équivalente, le masque. Donc je vous rappelle le masque, comment il est construit, c'est de manière très simple. Dans la partie réseau, vous mettez que des 1, dans la partie machine que des 0, et après on retraduit en décimale. Voilà. Des adresses IP particulières sont les adresses privées. Donc c'est des adresses qui sont réservées pour les particuliers. Chez vous, vous utilisez du 192.168 quelque chose. Donc c'est des adresses privées. À l'IUT, vous voyez du 10.0, vous voyez du 172 pour le Wi-Fi. Tout ça sont des adresses privées. On a le droit de l'utiliser comme on veut à l'intérieur de notre réseau, de notre intranet. Par contre, sur Internet, les routeurs détruisent les paquets qui ont des adresses IP privées parce que ça peut correspondre à plusieurs points de sortie. Okay. Donc en entreprise ou à la maison, lorsqu'on passe de la partie intranet à la partie internet, il nous faut un système pour traduire les adresses. C'est le fameux système de NAT que l'on ne détaille pas ici dans le cours M1104, qui permet de transformer l'adresse IP de votre paquet en sortie en l'adresse IP de la box ou de l'élément NAT, par exemple à l'université de Nice. Une adresse IP, comment l'obtenir? Soit de manière manuelle, et on utilise les adresses manuelles pour les serveurs, le serveur web, le serveur mail. On leur donne une adresse IP fixe, parce qu'on va la coder dans le DNS. Vos clients utilisent le DNS pour obtenir l'adresse IP, donc on ne peut pas s'amuser à les mettre en dynamique. Par contre, tous les clients vont se retrouver en DHCP. Ok, donc le DHCP, comment ça fonctionne? On le voit au travers de ce schéma ici. Le client, quand il arrive, fait un message DHCP Discover avec une adresse source en 4 fois 0, parce qu'il n'y a pas d'adresse. Le client n'a pas encore d'adresse IP. Le port source, ce coup-là, est un port inférieur à 1024, d'habitude c'est supérieur à 1024, mais pour le DHCP, comme c'est le tout premier échange, on a décidé que ce serait un numéro de port inférieur à 1024, le 68. L'adresse destination, on ne connaît pas encore le serveur DHCP par définition, donc on utilise l'adresse de diffusion globale, le 4 x 255 sur le port 67. Yield adresse, c'est l'adresse que demande le client, donc là il n'en demande pas. Le serveur DHCP répond en faisant une offre, et le client doit prendre cette offre, s'il l'accepte, et la transformer en une requête. Donc là, on voit que le client redemande la même requête que celle qui a été proposée par la même adresse IP que celle qui a été proposée par le serveur DHCP, 223.1.2.4, et le serveur DHCP renvoie un accusé de réception. Donc pourquoi est-ce qu'il y a le offer et le request? Je vous le répète, parce que quand on donne l'adresse IP, il y a un temps de vie pendant lequel on possède cette adresse IP, et à la fin, donc là par exemple 3600 secondes, et à la fin de cette heure, il faut que le client redemande l'adresse. Donc il faut qu'il soit capable de faire un message requête. Donc le premier coup, ça paraît un peu redondant, on fait une offre et il y a une requête qui part correspondant à cette offre, mais le deuxième coup, quand au bout d'une heure, on voit juste une requête qui part et le serveur qui renvoie l'accusé de réception. Voilà, le routage, je pense que c'est clair. Dernière partie, ICMP, donc c'est utilisé par les routeurs et les machines pour reporter des erreurs, également dans le tout simple ping. Donc le ping, c'est de l'Ethernet, au-dessus il y a de l'IP, dedans il y a de l'ICMP, et les codes et types ICMP, ça va être 0, 0 et 8, 0, qui correspond à un echo request et un echo reply. Donc les messages ICMP sont très simples, ils ont un type, un code qui définissent le type d'erreur qui est reporté. Et pour donner un exemple concret, voilà comment Traceroute utilise ICMP. Il envoie un paquet UDP avec un TTL de 1. Le premier routeur, donc votre passerelle par exemple si vous êtes chez vous, va détruire le paquet parce que son TTL tombe à 0, mais il doit vous renvoyer un message ICMP avec un code 11, comme on le voit ici, TTL expired,
Et dans ce message ICMP, après avoir mis le code 11, il va recopier aussi le début de votre paquet IP. Donc ça vous permet de savoir quel est le paquet, un traceroute, ça vous permet de savoir quel paquet UDP a été envoyé, quel était le TTL, quel était le numéro de port du paquet envoyé. Et comme le routeur répond, renvoie ce message ICMP TTL expired, un traceroute est capable de deviner quel est, d'apprendre quel est le routeur au saut numéro N. Voilà, bah c'est tout sur la couche réseau.